Il est 20 h, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Tension, affrontement et confusion une nouvelle fois ce soir à Téhéran. La manifestation de l'opposition interdite par le pouvoir a finalement eu lieu et le leader de la contestation, Mirhossein Mousavi, semble ce soir vouloir plus que jamais défier le régime en place. Nous ferons le point sur la situation dans un instant. 48 heures après la disparition de Tiffen à Maubeuge, aucune hypothèse n'est écartée par les enquêteurs. La mère de l'enfant de 5 ans et son compagnon ont été relâchés après avoir été entendus durant 12 heures. Les suites du cas de grippe A dans une école du 15e arrondissement de Paris. La jeune fille de 10 ans, actuellement hospitalisée, devrait sortir rapidement. Les élèves de sa classe et le personnel ont été placés sous traitement préventif. En Italie, le pouvoir de Silvio Berlusconi peut-il vaciller après les révélations de ces dernières heures? Deux femmes témoignent désormais de l'existence d'un réseau de prostitution au profit du président du Conseil. L'une d'entre elles dit détenir des enregistrements compromettants. Le rugby et le 15 de France ne renouvellent pas son exploit en Nouvelle-Zélande. Défaite ce matin 14-10 lors du deuxième test match face aux Blacks. Enfin, qu'allez-vous lire durant vos vacances? Ce soir, quelques conseils et quelques idées à la fin de ce journal. Quelle est la situation ce soir en Iran et à Téhéran en particulier? La question mérite d'être posée alors que la manifestation des opposants au pouvoir s'est finalement tenue, et cela malgré les menaces de répression. On a durant quelques heures envisagé que Mirhossein Mousavi puisse abandonner la lutte. On a attendu sa déclaration et puis elle est venue finalement. Celui-ci a même franchi un nouveau pas dans son opposition au régime en se disant prêt au martyre et en appelant à la grève nationale s'il était arrêté. Voici quelques-unes des images ce soir de ce qu'il s'est passé ces dernières heures, images commentées par Zindine Boudaoud. Peu importe les risques, peu importe la répression, des milliers d'opposants sont encore descendus dans les rues de Téhéran cet après-midi. Les images sont rares, le régime interdit aux médias étrangers de filmer. Sur cette vidéo amateur, on voit des affrontements entre policiers et manifestants. La police anti-émeute a réprimé la protestation interdite à coups de matraques, de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des témoins ont même entendu des tirs. Au moins un manifestant aurait été blessé par balle. Le régime avait promis la fermeté, il a tenu parole. Les policiers ont reçu le renfort des Bassidji, la milice religieuse. À pied et à moto, ils ont matraqué à tour de bras, d'après de nombreux témoins. Plus tôt, toujours à Téhéran, un kamikaze s'est fait exploser près du mausolée de l'ayatollah Khomeini. Un mort et au moins 2 blessés. Pour éviter un bain de sang, plusieurs personnalités de l'opposition avaient pourtant appelé à ne pas manifester. Ce soir, au cours d'une allocution publique, Mirhossein Mousavi, le candidat réformateur, s'est dit prêt au martyre et veut continuer le combat. Le Conseil des gardiens, chargé de la légalité du scrutin, s'est dit prêt à recompter 10% des bulletins au hasard, insuffisant pour faire reculer la contestation. On en parlait il y a un instant, de moins en moins de journalistes étrangers sur place et de plus en plus d'Iraniens qui deviennent des citoyens journalistes, des cyberjournalistes. Leurs images, leurs témoignages apparaissent sur Internet via différents sites internationaux qui se sont d'ailleurs adaptés à la situation de crise, proposant des informations ou des traductions en persan la langue iranienne. Loïc Delamornay, David Dameda. Une manifestation qui dégénère, des coups, quelqu'un battu à terre. Le caméraman amateur se cache derrière sa fenêtre, hésite, mais grappille quelques instants de cette contestation que le régime voudrait tant masquer sans y parvenir. Car ces brèves images seront postées quelques instants plus tard sur un site de partage vidéo et feront le tour du monde. En temps réel, sur des sites comme Twitter, ces Iraniens de Paris suivent les événements à Téhéran. Un message vient d'être posté par un manifestant il y a tout juste 10 secondes et parle d'une explosion dans un mausolée. Les reporters comme vous ne peuvent pas obtenir des informations via l'Iran. La seule information qui est possible, c'est via Twitter. Pour contourner l'embargo médiatique décrété par les ayatollahs, tous les moyens sont bons. La BBC émet en persan via son site internet et Google vient de lancer son logiciel de traduction en persan. Mais de son côté, le pouvoir iranien fait tout ce qu'il peut pour bloquer ou perturber l'internet comme le téléphone. Le régime, il veut censurer tout. Donc, c'est pas toujours facile à aller communiquer. Mais il y a des jours quand même qu'on arrive. Par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi. Mais il y a des jours que j'arrive pas. À ce jeu, le pouvoir ne peut pas être totalement gagnant.
Comme toute société moderne, même l'Iran des ayatollahs ne peut pas se permettre de couper tous les réseaux, car le régime est lui aussi devenu dépendant du portable et d'Internet. Et puis parallèlement, sachez qu'aujourd'hui en France, à Villepinte, en banlieue parisienne, des dizaines de milliers d'opposants au régime iranien venus de toute l'Europe s'étaient donné rendez-vous. Parmi eux, de nombreux membres des Moudjahidines du peuple iranien. Dans l'actualité en France, où en est l'enquête sur la disparition de Tiffaine, la jeune fille âgée de 5 ans a disparu depuis plus de 48 heures maintenant. La mère de l'enfant ainsi que son compagnon avaient été entendus longuement hier soir avant d'être relâchés. Le père de Tiffaine a de son côté souhaité s'exprimer. Vous allez l'entendre, Thierry Curté, Elsa Palot et Dominique Mas. Les plongeurs ont fouillé le canal de la Sambre qui traverse Maubeuge, sans rien remonter. Les enquêteurs ont sondé un petit étang tout près. Fouillé les immeubles autour, ils n'ont trouvé aucun indice. La mère de Tiffaine et son concubin, qui n'est pas le père de l'enfant, ont été relâchés hier au soir après une longue garde à vue. La jeune mère de 23 ans a redit que sa fille a disparu en quelques secondes alors qu'elle était avec elle au centre-ville. Ce qui ne semble pas étonner les parents du concubin. Tiffaine, c'est une petite fille qui pourrait lâcher la main, puis aller se promener, oui. Puis peut-être oui, tomber dans un... Est-ce que vous pensez qu'elle peut être tombée ou... Non. Moi, je pense que si, qu'elle peut lâcher la main de sa mère. Oui, ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr, elle se barrait... elle se barrait facilement. La fillette n'avait rejoint le domicile de sa mère que depuis quelques mois, mais les deux parents semblent ne pas s'entendre. Ce qui pousse les enquêteurs à ne pas exclure définitivement la piste de l'entourage familial. Moi, j'ai rien à me reprocher. Là, après, je vais repartir pour refaire toutes mes recherches à Maubeuge. Donc voilà. Quelle recherche? Rechercher ma fille partout dans Maubeuge, placarder des affiches partout et tout. Là, on en a déposé un peu partout dans l'île. 48 heures après la disparition de la fillette, les enquêteurs ont lancé un appel à témoins. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, s'est voulu rassurant aujourd'hui. La jeune écolière de 10 ans touchée par la grippe A sortira, selon lui, rapidement de l'hôpital où elle est suivie ce matin dans son école du 15e arrondissement. Les parents d'élèves étaient également assez sereins. Nicolas Lemarinier et Arnaud Jacques. Privés de kermesse, les enfants de cette école du 15e arrondissement de Paris, annulés pour cause de grippe A. Le directeur a appris hier soir qu'une de ses élèves de CM2 est contaminée par le virus H1N1. Une grande partie de la nuit a été occupée à joindre les familles pour déjà les rassurer. Les camarades de classe de la fillette de 10 ans sont confinés chez eux pendant 24 heures et traités avec du Tamiflu. Ce matin, les parents des autres enfants étaient informés des précautions à prendre. De se laver les mains, d'aérer chez soi, et voilà, tout simplement, de pas s'affoler. Voilà, c'est tout. Fermer l'école, enfin en tout cas la fête, c'était bien, c'était indispensable, je trouve. Au moins, on sécurise, et puis après, on la visera. Les autorités décideront demain soir si les CM2 peuvent revenir à l'école lundi. La petite fille contaminée lors d'un séjour en Grande-Bretagne va déjà beaucoup mieux. Cet élève est sous traitement. Elle devrait d'ailleurs sortir très rapidement de l'hôpital puisque les traitements sont efficaces. À partir de lundi, les personnes contaminées par le virus H1N1 ne seront plus systématiquement hospitalisées. Elles pourront se soigner à domicile. Le cas dans cette école est le 151e confirmé en France depuis le début de l'épidémie. Cette étonnante erreur médicale maintenant, les faits se sont déroulés dans l'Eure-et-Loire. Une femme de 67 ans qui s'était rendue dans une clinique à Mainvilliers, près de Chartres, a subi par erreur l'ablation du rein qui lui avait été greffée. Elle avait attendu 11 ans pour l'obtenir. Le chirurgien qui l'a opérée dit l'avoir confondu avec une tumeur. Nathalie Sapena et Louise Mallet. Une famille sous le choc, qui ne comprend toujours pas, une semaine après l'opération de leur mère pour une banale remise en place d'organes, ce qui s'est passé dans le bloc opératoire. Quelques heures après l'intervention, le chirurgien les convoque d'urgence. Il leur décrit une confuse histoire de tumeur. On m'attendait à ce qu'ils nous disent qu'elle avait eu un cancer généralisé. Enfin, dans la panique, ils l'avaient envoyée sur Paris en urgence. Et donc ensuite, il nous a dit pendant peut-être plus d'une demi-heure, il nous a tourné en rond à nous expliquer. Il avait vu la tumeur, elle était de telle dimension, etc., etc. Pour nous dire à la fin qu'il avait donc enlevé cette tumeur et quand il l'avait analysée dans les mains, il avait remarqué que c'était le rein de ma mère. Son unique rein, qui lui avait été greffé il y a 6 ans, en parfait état de fonctionnement. Le compte-rendu opératoire est accablant. L'extraction de la pièce amène à découvrir qu'il s'agit d'un rein. Trop tard pour revenir en arrière. Comment le chirurgien a-t-il pu confondre un rein et une tumeur?
Pourquoi retirer la tumeur d'emblée sans prendre la précaution élémentaire de faire des analyses? Le chirurgien n'a pas souhaité nous parler, mais pour lui, comme il l'a expliqué à la famille, il ne s'agit pas d'une faute, mais d'une méprise. À aucun moment il s'est remis en question. D'ailleurs, moi je lui ai dit, je lui ai demandé s'il avait remarqué l'erreur médicale qu'il avait faite. Il m'a dit ah non, on ne peut pas dire que c'est une erreur médicale, c'est des choses qui peuvent arriver, mais s'il avait su, bien sûr qu'il l'aurait pas fait. Sefika Altintas a été opérée ici, à la clinique Saint-François, dans les faubourgs de Chartres. Une enquête a été immédiatement déclenchée, mais pas de sanction pour l'instant. L'important aujourd'hui, c'est que le docteur Roger ait souhaité prendre du recul et éventuellement qu'il n'exerce pas pour l'instant dans l'établissement, ce qui est le fait. Ça, c'est important. Après, viendront les décisions administratives. La famille a porté plainte au pénal. Sefika Altintas, elle, est toujours hospitalisée au Kremlin-Bicêtre. Elle a repris ses épuisantes dialyses. À 67 ans et vu son état de santé, une autre greffe semble improbable. Sa famille, qui se relaie à son chevet, ne lui a toujours pas dit qu'elle était la victime d'une erreur médicale. En Italie, doit-on parler désormais de scandale? On évoquait depuis quelque temps les frasques du président du Conseil, Silvio Berlusconi. Mais aujourd'hui, c'est une affaire de call girl qui pourrait faire vaciller le chef du gouvernement italien. Les éléments s'accumulent. D'abord le témoignage de 2 femmes, mais également des enregistrements de conversations sur place. Philippe Visserias et Karine Guillaumin. Honte, honte, crie-t-il. C'était hier soir en Lombardie, devant un meeting de Silvio Berlusconi. Qu'il rentre chez lui avec ses starlettes. À la maison. Il est inutile d'espérer renverser ce gouvernement et cette majorité. Pour Silvio Berlusconi, chaque jour qui passe amène un nouveau scandale. Cette fois-ci, elle s'appelle Patrizia D'Addario. Cette prostituée de luxe que l'on voit ici posée pour un calendrier révèle qu'elle a passé une nuit avec le Premier ministre italien dans sa résidence romaine. Un témoignage confirmé par une autre jeune femme présente avec elle ce soir-là. Elle m'a raconté qu'elle est restée avec le président Berlusconi toute la nuit et qu'elle a couché avec lui. On nous avait dit que le président récompensait par une somme d'argent la fille qui restait dormir. Prudente, Patrizia aurait même enregistré la voix de Silvio Berlusconi à son insu et se serait photographiée dans sa chambre. Face à ces nouvelles accusations, le cavaliere perd son sourire légendaire. Stop, question suivante. Je ne vous réponds pas. Tout ça, c'est des ordures. Et je m'y connais en ordures. À Naples, je les ai éliminées. J'éliminerai aussi celle-là. Les mœurs peu catholiques du Premier ministre italien font la une de l'actualité. Il y a un mois, c'était l'affaire Noémie, sa relation supposée avec cette jeune napolitaine de 18 ans. Sa femme qui divorce et l'accuse de fréquenter des mineurs. Ses photos de jeunes femmes dénudées dans sa villa de Sardaigne. Face aux caméras, Silvio Berlusconi fait mine de s'en amuser. À Bruxelles, lorsqu'un ministre letton lui dit « Vous avez une jeune fiancée ?» Il lui répond « Sexy ». Mais le sourire affiché pourrait bien ne pas durer. Bonsoir Philippe Visserias, vous êtes à Rome. Alors que faut-il penser de tout cela? Comment réagit la population? Et surtout, que risque Silvio Berlusconi? Bonsoir Laurent, comment réagit la population? Eh bien on va le savoir dès ce week-end puisqu'on vote ce week-end en Italie pour le 2e tour des élections municipales dans de grandes villes comme Florence ou Bologne. On va alors savoir si les candidats soutenus par Silvio Berlusconi seront victimes d'un vote sanction. On dit par exemple que les électeurs catholiques commencent à se détourner de Silvio Berlusconi, qui commencent à se dire que ça fait quand même beaucoup. C'est vrai que Silvio Berlusconi est fragilisé, c'est indéniable. On n'entend pas beaucoup ses alliés politiques le soutenir en ce moment. On n'entend pas beaucoup les membres de son gouvernement. Mais lui n'entend pas démissionner. Il doit d'ailleurs organiser dans 3 semaines le sommet du G8 de l'Aquila en Italie. Il accueillera les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus puissants du monde. Et pour lui, réussir ce sommet, c'est un enjeu fondamental. Il y travaille depuis 1 an. On peut quand même dire ce soir que sa crédibilité en Italie et à l'étranger est quand même largement entamée. Merci Philippe. On revient en France où la polémique sur le port du voile intégral se poursuit. Le président de la République devrait même évoquer cette question lors de son discours devant le Congrès lundi. Une commission d'enquête parlementaire s'interrogera également sur l'ampleur du phénomène. Alors faut-il une loi, interdiction ou pas? En Belgique, dans la banlieue de Bruxelles, une ville a fait son choix en appliquant un texte très ancien. Hakim Abdelkalek et Ilia Ignakine. Des voiles, des tchadors, mais pas de burqa. Nous sommes à Molenbeek, une commune de Bruxelles, carrefour de toutes les cultures.
Ici, la burqa n'est pas officiellement bannie. Mais il y a 5 ans, la commune a ressorti un vieux règlement. Il est interdit de se cacher le visage en dehors des périodes de carnaval. Pour le maire, toute personne doit être identifiable. La burqa tombe donc sous le coup de ce règlement. On avait vu apparaître quelques personnes qui se cachaient complètement le visage, ce qui est à la fois tout à fait contraire à nos habitudes ici et aussi qui, par rapport à la sécurité publique, pose évidemment des problèmes si jamais ça se multipliait. Chaque année, la police locale dresse une petite dizaine de PV. 150 € d'amende pour le port d'une burqa. Une mesure plutôt bien acceptée par les habitants. Et déjà qu'ils nous laissent mettre le voile, c'est déjà bien. Et pour le mettre un peu trop, enfin, je trouve que c'est pas... Ils ont un peu le droit. Dans l'islam, il n'est pas dit de cacher le visage, de cacher les cheveux et le corps, mais pas le visage. Les représentants officiels des musulmans de Belgique regrettent cependant que l'identification des personnes justifie l'interdiction de la burqa. Ça veut dire qu'on stigmatise cette personne comme étant un individu qui est perturbateur de la société. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment ouvrir la porte à la crainte, aux stéréotypes, à la stigmatisation. D'autres villes en Wallonie et en Flandre ont pris la même disposition qu'à Molenbeek. La Belgique, pays de pragmatisme et de compromis, n'envisage pas de loi nationale pour interdire la burqa. Chaque maire restera libre de légiférer dans sa commune. Il est 20h14, à suivre dans votre journal le grand format et la lutte contre les pirates somaliens dans le golfe d'Aden. 135 attaques ont déjà eu lieu depuis le début de l'année. Le rugby et la Nouvelle-Zélande qui a pris sa revanche ce matin face aux 15 de France. Petite victoire 14-10, mais victoire tout de même. Et puis, savez-vous ce que vous allez lire cet été en vacances? À suivre, quelques idées et quelques conseils ce soir. Mais avant cela, notre grand format donc est direction le golfe d'Aden. C'est là-bas que les pirates somaliens réalisent leurs attaques. Ils détiennent aujourd'hui encore 12 navires et 166 otages. L'Union européenne a mis en place dans la région une opération militaire afin de surveiller la zone. Nos équipes étaient à bord de l'un des navires français en mission sur place, la frégate Nivose. Loïc Delamornay et Tristan Lebras. L'hélicoptère vient de détecter un petit bateau. Pêcheur ou pirate? Procédure de précaution, l'équipage sort la mitrailleuse lourde. Il n'y a pas d'appareau de pêche, il n'y a pas de casier, pas de filet, pas de bouée, donc c'est un peu suspect. Le bateau est photographié pour être analysé par les renseignements de la marine. Mais un survol rapproché lève le doute. Ce ne sont pas des pirates. Au ras des flots de l'océan Indien, l'hélicoptère regagne sa base flottante, la frégate de surveillance Nivose. Depuis 2008, à l'initiative de l'Union européenne, des navires de guerre venus du monde entier patrouillent dans ces eaux et luttent ensemble contre la piraterie. Dans le bassin des Somaliens, entre les Seychelles et la côte, il y a 8 bâtiments de guerre et il y en a 32 dans le golfe d'Aden. Donc actuellement, les bâtiments de commerce sont accompagnés par beaucoup de marines différentes et c'est vraiment très impressionnant de voir ce dispositif militaire qui s'est mis en place simplement parce que les nations se sont toutes senties concernées. Le 3 mai dernier, ce dispositif a montré son efficacité. Cachée dans le soleil ce matin-là, la frégate française se laisse prendre en chasse par des pirates qui croient attaquer un bateau de commerce. Le piège se referme. Appuyés par l'hélicoptère qui effectue des tirs de semonce, les commandos français prennent d'assaut les pirates. On arrive avec un armement lourd, parce qu'en face, les gens ont également un armement lourd, des kalachnikovs, des lance-roquettes anti-chars. À partir de là, nous, on se doit aussi d'avoir les moyens qui vont nous permettre de réagir si la situation se dégrade. Les commandos français s'emparent ensuite de cette embarcation chargée de bidons. C'est là toute l'organisation de ces pirates qui prennent d'énormes risques en haute mer, placés à 800 km des côtes. C'est ce qu'on appelle le bateau-mer. À l'intérieur, un minimum d'organisation, même très spartiate. Il y avait de la nourriture avec des vivres frais, du riz, des légumes pour quelques semaines. Une tonne 4 de gasoil à peu près, avec un petit barbecue pour pouvoir faire la cuisine de tous les jours. Et également avoir un GPS pour pouvoir se diriger. Voici les 11 pirates arrêtés qui seront remis plus tard aux autorités kenyanes. Certains sont probablement d'anciens guerriers somaliens, d'autres de pauvres pêcheurs enrôlés. Poussés par la misère, ils sont devenus pirates, comme on choisit un gagne-pain.
À présent, c'est en quelque sorte la fin de la saison pour les pirates. La mousson arrive et la mer va devenir mauvaise. Cependant, les actes de piraterie devraient reprendre dans quelques mois, car malgré la présence militaire internationale, la zone à surveiller est immense. Cette petite partie de l'océan Indien, si dangereuse, représente en superficie 4 fois la France. Nicolas Sarkozy était au salon du Bourget aujourd'hui. Il a pu assister à quelques-unes des démonstrations. Il a également été à la rencontre des industriels français de l'aéronautique et de l'espace. Il en a profité pour affirmer qu'il souhaitait la préparation d'une nouvelle génération de fusées Ariane. Le public, en tout cas, était une nouvelle fois au rendez-vous de ce salon. Ils étaient même près de 50 000 aujourd'hui. Patrice Pelé, Mathias Barois. Le Tigre, le seul hélicoptère capable d'effectuer des loopings. Le Rafale et l'A380, 50 000 personnes ont attendu patiemment ce matin avant de pouvoir franchir les portes du salon du Bourget. Les démonstrations en vol, c'est surtout pour ça qu'ils sont là. Avions d'aujourd'hui ou du passé, pour ces amoureux de l'aéronautique, le Bourget, c'est le bonheur. C'est vrai, il y a une ambiance, il y a la population, puis là on est bien. Il va peut-être pleuvoir, mais là je serai ma petite femme chérie. Les enfants sont ici chez eux. Certains parents vont jusqu'à imaginer leur petite famille transformée en escadrille. Et tous les pilotes, hein. Tous les pilotes. Vous voulez quoi, leur faire découvrir le monde de l'aéronautique, des avions, c'est quoi? Ouais, bon, il y a peut-être des passions qui vont se faire. Hein. Et le rêve peut devenir réalité, comme pour le commandant Virginie Guyot, aujourd'hui au poste de charognard dans la patrouille de France. Cet après-midi, comme pendant tous les meetings, elle a évolué au centre, luttant dans les turbulences de ses coéquipiers. Mais tous attendaient le géant des airs, l'A380. À cet instant, pas un mot, mais le silence. Des milliers de visages tournés vers le ciel. La stupéfaction de voir évoluer 250 tonnes avec une facilité déconcertante. Demain, c'est le dernier jour pour profiter du spectacle. La France du Nord un peu couverte aujourd'hui par les nuages, sauf sur les côtes, et la France du Sud version plein soleil. Un samedi presque caricatural sur le plan de la météo. Et il faut savoir que le mois de juin est déjà pour certains le mois des vacances. Avant la folie de juillet-août, ils en profitent. Alors, qui sont-ils et quel temps fait-il? Direction la Bretagne à Carnac avec Romuald Benant et Michel Hiver. Cette année en Bretagne, le mois de juin a jusque-là des couleurs estivales. Du soleil, un ciel clément et une eau à 18 degrés. Idéal pour ceux qui ont choisi de partir en vacances en cette fin de printemps, une période privilégiée. C'est moins cher, on a quand même du beau temps. Donc ça c'est vrai que c'est extra. Il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas trop de monde. Gros du bataillon de juin, les retraités venus souvent à bord du camping-car profiter du littoral. À cette saison, plus de la moitié de la clientèle de cette station balnéaire. Les jours sont beaucoup plus longs. Mais non, et puis la circulation, il y a moins de circulation, possibilité de se garer bien, mieux. Puis ça nous permet de voir les choses plus différemment, quoi. C'est vrai que quand il y a la foule, c'est pas si facile. Carnac et ses mégalithes qui, malgré la crise, connaissent une augmentation surprise de la fréquentation depuis 2 mois, plus 4%, une tendance qui concerne toute la Bretagne, même si certains professionnels en profitent plus que d'autres. L'hôtellerie de plein air et les meublés marchent plutôt bien et enregistrent une hausse de 8% par rapport à 2007 et 2008. Donc c'est plutôt dans le changement de comportement de consommation entre le type d'hébergement et les durées des séjours qui ont tendance à diminuer, voire se stabiliser. Un tourisme de proximité bienvenu face à l'absence inhabituelle en cette période des Anglais dont un tiers manque à l'appel, en cause un taux de change moins favorable et surtout la crise. On a beaucoup moins d'Anglais que les autres années et ils font quand même beaucoup plus attention à leurs dépenses. Chez nous, personne n'est sûr côté travail. Même chose pour l'argent qui rentre dans le porte-monnaie. Alors, on hésite à dépenser pour le moment. Un début de saison malgré tout moins mauvais que prévu, même si les réservations pour juillet et août sont encore très timides. Le sport, le rugby, et je vous le disais en titre, il y a une semaine, la France s'imposait en Nouvelle-Zélande. Ce matin, c'était donc le 2e test match de cette tournée. Et le 15 français a dû cette fois s'incliner. Un score serré, 14-10. Et un résumé signé Manuel Tissier. En troquant leur maillot blanc contre la mythique tunique noire, les rugbymen français avaient le cœur gros et les muscles endoloris.
Battus 14-10 par les All Blacks au terme d'un âpre combat, les tricolores éprouvaient un peu de fierté et quelques regrets. On est frustrés, on est déçus, mais c'est dommage parce qu'il y avait un beau coup à faire encore ce soir. Ce soir, on a réussi à confirmer dans des conditions très difficiles de cette performance de la semaine dernière. Et je crois que c'est bon pour le moral de tout le monde, même si je crois que si on est déçu ce soir, ça veut dire qu'on en veut plus et c'est bon signe. Vexés donc par leur défaite, les Néo-Zélandais avaient promis l'enfer aux Bleus. Ils ont en partie tenu parole. À la mi-temps, grâce à un essai de Ma Anonou, ils mènent 8-0. Mais dès le retour des vestiaires, un éclair de génie de Cédric Emmens illumine Wellington et son ciel d'orage. 40 mètres de course. Le Toulousain dépose toute l'arrière-garde All Blacks et permet aux Bleus de revenir à 1 point. En toute fin de rencontre, Vincent Clerc échouera d'un souffle devant la ligne. Repris au tout dernier moment. Au bout d'une soirée de tempête, la bande à Chabal s'incline finalement 14-10. La France n'a pas réussi le doublé comme il y a 15 ans, mais il reste un match en Australie pour retrouver le sourire. Un mot de basket et Villeurbanne est devenu champion de France de Pro A aujourd'hui. Villeurbanne qui s'est imposé en finale au POPB, au Palais Omnisport de Paris-Bercy face à Orléans. Le score 55-41. L'Asvel qui est le club que soutient financièrement depuis peu pour la saison prochaine Tony Parker. Coup de projecteur maintenant sur le VTT alpin, un sport et un loisir qui dispose désormais de domaines réservés en montagne. C'est le cas aux Deux Alpes où se tient d'ailleurs le plus grand salon de la discipline ce week-end. Reportage Benoît Gadret et Thierry Sémonet. C'est depuis quelques années l'une des activités qui se développe le plus en montagne. Le VTT alpin ou quand le deux roues se rapproche des sports de glisse. Le plaisir de descendre sans pédaler, c'est le plaisir de se faire laisser glisser, les petits virages, les petits sauts, tout. C'est magnifique, c'est ce que tout VTTiste recherche. C'est surtout le paysage qui est magnifique, parce que nous on a la mer et ici on a la montagne, donc on respire la montagne, quoi. Le mondial du VTT est le salon de référence. Dernière nouveauté, équipement coloré, de la tête aux pieds, toutes les grandes marques sont présentes. C'est l'occasion pour les VTTistes de tester les modèles. Ici, le terrain de jeu est immense, accessible à tous. Depuis quelques années, les stations de ski ont développé des pistes abordables et ludiques, vertes et bleues dans l'esprit des pistes de ski. C'est ce qui nous permet de pouvoir amener des groupes de pratiquants pas du tout experts. Comme d'autres stations, les Deux Alpes ont ainsi développé un domaine spécifique. 120 km de pistes, entretenues durant tout l'été, et des remontées mécaniques adaptées. 20 à 25% de nos clients viennent pour pratiquer le VTT. Donc soit ils viennent uniquement pour pratiquer uniquement le VTT, soit c'est une activité qui est complémentaire au ski d'été, à la randonnée ou à tout ce qu'on peut proposer en montagne. La discipline attire une clientèle de trentenaires plutôt aisée. Une fréquentation appréciable à l'heure où les Français ont plutôt tendance à bouder la montagne l'été. Nous sommes le samedi 20 juin et les vacances approchent, l'occasion de prendre un peu plus le temps de lire. Voici ce soir quelques idées de lecture, quelques conseils de librairie, romans, polars, fiction, auteurs français ou étrangers. Isabelle Bechler et Frédéric Bazille. Sur la plage, les pavés ne fleurissent plus forcément. La grosse biographie historique tente à céder la place à un éventail de romans, en poche de plus en plus, et des polars souvent. En se reposant, ça prend pas la tête. Oublier la crise, oublier tous les soucis quotidiens et se nourrir l'esprit. Les libraires trouvent l'été idéal pour conseiller des livres de l'année dont la qualité se confirme avec le temps et pour élargir les goûts de leurs clients. J'ai choisi Le Gros Pavé de la plage des vacances. C'est la première traduction d'un roman d'un jeune Australien qui s'appelle Une partie du tout, qui est un livre foisonnant avec des millions d'histoires par page que vous ne lâcherez pas et qui est vraiment le livre de l'été. Un livre de Paul Theroux, alors qui est vraiment un livre très romanesque, suite indienne, donc l'envers du décor en Inde, une Inde vénéneuse dans laquelle s'empêtrent les touristes américains. Les lectures d'été font la part belle à l'exotisme et aux émotions fortes, du dépaysement, en édition de poche de préférence, pour ne pas surcharger sa valise. Il faut absolument un polar,
Un des grands polars de ces dernières années, c'est Don Winslow. C'est le cartel des drogues, ça se passe entre le Nouveau-Mexique, le Mexique. Pour ceux qui veulent un gros pavé mais qui veulent emmener un tout petit livre, c'est Céline Minard, Le Dernier Monde. C'est passionnant, elle a une écriture rythmée absolument incroyable. Et enfin, pour toute la famille, des histoires comme ça de Rudyard Kipling. Et si vous n'avez pas envie de les raconter avec vos enfants, vous pouvez emmener dans la voiture, dans votre autoradio, un CD avec 3 histoires comme ça, racontées par Enzo Enzo et Brigitte Lecordier. Et c'est très très bien aussi. La politique de best-seller d'été des maisons d'édition, faire des coups commerciaux à vie courte, est bien loin du travail de fond des libraires. Eux espèrent toujours de la littérature à plus grande longévité. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des informations du jour. En Iran, le bras de fer se poursuit entre l'opposition et le régime en place. Le principal leader de la contestation, Mirosem Mousavi, a même franchi un cap aujourd'hui. Il s'est dit prêt à être martyr. Il a défié directement le pouvoir religieux en critiquant le discours du guide suprême Ali Khamenei. Celui-ci avait hier validé la réélection du président Ahmadinejad. Mousavi qui a également appelé ses partisans à la grève générale si d'aventure il était arrêté. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour le journal et puis dès 13h15, le magazine. Nos invités, Pierre Moscovici et Yann Arthus Bertrand, commenteront l'actualité de la semaine. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h35, les stars du rire, présentées par Patrick Sabatier. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.